Elle est enseignante d'équitation, BE1, elle est psychologue. Elle fait de la formation de manager avec l'équicoaching et toutes ces techniques qui existent actuellement. Elle va nous parler du développement de l'enfant. Elle est psychologue, donc elle arrive à vous cerner très rapidement. Je vous demande d'accueillir chaleureusement aussi Marie Kokanas. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Merci aussi à la Fédération, à Mathias de me permettre de parler de psychologie. Alors bon, je vois que vous êtes encore tous là, donc j'espère que le mot ne vous fait pas trop peur. Ce que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, c'est des notions justement de psychologie qu'on va essayer de rendre utilisables, compréhensibles, pour peut-être vous aider avec tout ce que vous connaissez déjà dans votre métier d'enseignant. Étant moi-même aussi enseignante, je suis comme vous, je mets mes bottes de cheval, mes boots, et puis je suis sur le terrain. Et voilà, j'ai essayé d'amener quelques concepts psychologiques pour aider dans l'enseignement. J'appuie ? Oui, s'il te plaît. Alors, vous avez la réponse du coup. Pour vous, comme ça, quand on dit psychologie, ça vous inspire quoi? Si vous pouvez vous lancer, si vous avez des idées. Est-ce que vous aviez des a priori ou pas spécialement? Donc la psychologie, oui. En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos cours. Ah peut-être. Peut-être sans le savoir. Et c'est justement... bravo. Parce que c'est ça. On va rendre un peu maintenant les concepts un peu plus visibles, mais c'est exactement ça. Donc vous allez sûrement reconnaître des mécanismes que vous utilisez. Alors très rapidement, la psychologie, pour vous présenter ce que c'est, il y a plusieurs domaines. Il y a la psychologie du développement, ce dont on va parler un peu aujourd'hui, c'est le développement de l'enfant, du bébé jusqu'à l'adulte. La psychologie cognitive, on va s'en servir aussi, c'est beaucoup plus scientifique. On va s'occuper du cerveau, c'est très expérimental. Et la psychologie clinique et psychopathologie, donc c'est ce dont moi je m'occupe particulièrement, c'est donc l'étude du fonctionnement mental, mais aussi des fonctionnements pathologiques. Et vous êtes sûrement aussi confronté à des comportements ou des troubles du comportement, et c'est pas toujours facile d'y répondre, mais il y a des solutions, et vous pouvez aussi vous-même très certainement y pallier, il faut juste pouvoir les repérer. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'apprendre ? Comme ça, spontanément, si vous avez des... Oui, je vais vous prendre où? Dans mes équipes, je vous prends. Alors, il y a enrichir ses connaissances, ouais. Oui, il y a faire. Oui. Oui, il y a découvrir. Donc on peut... Oui, il y a la partie motrice et mentale, tout à fait. Il y a aussi le fait d'accepter de ne pas savoir, aussi d'accepter le fait qu'on ait des croyances ou qu'on ait des acquis qui soient plus forcément ou pas forcément adaptés. Donc c'est aussi accepter de se tromper, pouvoir se remettre en question. Et il y a aussi cette notion de celui qui sait et celui qui apprend. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on reste dans ce schéma-là assez souvent. Or, on peut parfois, en fonction des publics, moduler un peu ça. Oui, dans quel... Est-ce que vous avez un exemple? Ouais. Ah oui. Oui, décidément. Très bien. Oui, c'est bon, Axel. Oui, tu voulais dire quelque chose? Encore? Non, moi j'appuie. Hein. Oui, c'est très bien, merci. Donc comment ça va vous aider dans votre pratique? Ce que je vous propose, c'est que on puisse échanger. On va définir ensemble les grands stades de l'apprentissage. Je vais essayer de vous fournir des outils, mais vous en avez certainement déjà. Prendre conscience des outils que vous avez et les solutions, vous les connaissez aussi certainement, on peut peut-être en trouver d'autres, les pédagogies qui existent, et puis travailler sur notre communication et notre comportement, ça peut aussi apporter des clés. C'est bon. Oui. Alors, on va au centre équestre commencer à accueillir des enfants à partir souvent de 3 ans, mais avant 3 ans, il se passe des choses, donc on va les balayer très rapidement. Entre 0 et 3 ans, il faut savoir que déjà beaucoup de mécanismes se mettent en place et qui vont conditionner déjà la vie de l'enfant, de l'adulte, et on n'y pense pas souvent. Donc déjà au niveau psycho-affectif, entre 0 et 1 an, le bébé est complètement dépendant de son environnement.
Ça veut dire qu'il va attendre une réponse immédiate suite à un besoin. Si cette réponse vient rapidement, il va prendre confiance en lui et confiance en son entourage. Si la réponse ne vient pas, eh bien on va déjà voir des troubles d'anxiété, de l'angoisse apparaître. Donc tout ça pour vous dire que tout se joue déjà sur des âges très très jeunes. Donc là tu peux descendre rapidement, oui. Voilà. Pareil, au niveau intellectuel, il va déjà pouvoir acquérir tout ce qui est imagerie, se représenter un objet à partir d'1 an. Même si l'objet n'est pas là, il va savoir que l'objet existe. Psychomoteur, comme vous disiez, on a effectivement des gestes archaïques qui sont même des réflexes. Et à partir, c'est vrai, de 2 ans, voire 1 an et demi, on a déjà l'enfant qui va apprendre à dire non. Et c'est important dans son développement de le respecter, mais ça va être aussi important, vous, dans vos comportements au club, de savoir quoi faire quand un enfant de 3 ans, 4 ans dit non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va en parler. Et oui, on est sur des phrases courtes, évidemment, à cet âge-là. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser aux situations qu'on vit, je pense, régulièrement dans les clubs. Donc à partir de l'enfant, de l'âge de 3 à 6 ans. Et je me suis appuyée là sur les galops de bronze pour pouvoir illustrer un petit peu les mécanismes qu'on peut rencontrer dans ce stade d'évaluation. Alors, mécanisme d'apprentissage. Vous avez les enfants, voilà, on va dire entre 3, 4, 5 ans, qui arrivent. À cet âge-là, l'enfant va être capable de repérage assez primaire. Il va beaucoup vous regarder. Je ne sais pas si vous en apercevez, il va vous regarder et il va faire la même chose que vous. Juste peut-être un petit sondage. Qui a des enfants en cours de cet âge-là dans la salle, s'il vous plaît? Donc oui, pratiquement tout le monde. Alors, ces enfants-là, ils arrivent. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Est-ce qu'il y a des choses que vous remarquez dans leur comportement, sachant qu'effectivement, ils viennent et ils vont beaucoup vous regarder et ils vont faire la même chose que vous? Comment ça peut s'appeler? Comment ils fonctionnent dans ce cas-là? Oui. Mimétisme et imitation, exactement. Donc l'enfant va vous observer et va faire exactement la même chose que vous, que ce soit en bien ou en moins bien. Donc, il faut prendre conscience aussi que vous êtes très important à leurs yeux. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils vous regardent, ils vous copient, et vous avez un rôle très très important à jouer auprès d'eux. Donc, il y a l'observation, il y a l'imitation. L'observation, ça va être pouvoir reconnaître la couleur, par exemple, d'un poney. Donc, des mots simples. Là, on n'est pas encore sur un poney pie, un poney rohan. On va être sur du marron, noir, blanc. Ensuite, au niveau verbe, oui. Faut que tu me dises pour appuyer sur les boutons, parce que moi j'appuie... Non, mais c'est bien. Au niveau du raisonnement, voilà. On va avoir des enfants qui sont sur un raisonnement encore très simple, mais les histoires vont leur plaire et les jeux. Alors, est-ce que vous, dans vos pratiques, vous avez justement ces automatismes-là, par exemple, d'utiliser les histoires? Oui. Et est-ce que vous remarquez que ça peut marcher ou... C'est ce qui marche, en effet. Est-ce qu'il y a un exemple d'histoire? Ah ouais, plus dur là. Ouais. Non mais tu parles tout le temps. Un peu à gauche, là, sur la gauche. Voilà. Une histoire. On peut faire surtout sur le supermarché, on va faire les magasins, on va rencontrer les cow-boys, enfin toutes les histoires possibles en fait. Et après, eux continuent l'histoire et on joue avec eux et ça se fait naturellement. Tout à fait. En plus de ce que vous dites, ce sont des choses qui vont les éduquer parce qu'ils vont, en jouant, apprendre des règles de vie. Le supermarché, ça peut les amuser. Les histoires, ils vont s'inventer des histoires, ils vont continuer à jouer derrière. Donc en plus d'apprendre, vous allez en plus nourrir le stade de développement dans lequel ils sont. Donc bravo, c'est exactement ça qu'il faut encourager et faire. Alors les capacités au niveau du langage à cet âge-là, on est sur un langage qui va être, comment on va le qualifier? Simple, voilà. Donc bien vérifier que nous-mêmes, on a un langage simple et adapté. Il sait dire votre prénom, bien sûr, il va vous reconnaître parce que vous êtes un petit peu son idole, son référent. Et alors aussi au niveau moteur, on va faire attention,
Ils vont vous copier, ils vont faire pareil. Par contre, effectivement, un enfant de 3 ans qui va brosser un poney, on est indulgent parce que la brosse va tomber, il va le jeter parce que ça va l'énerver. Mais là-dessus, voilà, il faut pouvoir avoir une certaine souplesse par rapport à l'âge de l'enfant. Mais également, comme on disait tout à l'heure, il va apprendre à dire non. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous demandez à un enfant, alors écoute, tu vas faire ça, je te propose de faire ça, qui va vous dire non. Comment on réagit? Alors on détourne l'attention, on lui explique. Oui, ça c'est une solution. Oui. Oui, on peut lui montrer la conséquence. Oui, je ne sais pas s'il va être encore en capacité d'intégrer, mais on peut lui montrer déjà. Oui. Oui, il y a ce choix-là. Oui. Un nouveau qui intervient au fond. Oui, pardon. Pourquoi? Oui, pourquoi il dit non? Donc on cherche à comprendre. Et il y avait aussi ici. Il entraide, voilà, le phénomène de groupe, effectivement, expliqué, toujours avec des mots adaptés. Et il faut réussir parfois à tenir bon, parce qu'on a tendance à dire, bon allez, il dit non, on va pas se fatiguer, on va laisser dans le non. Et tenez bon, parfois il faut tenir le cadre. Et c'est avoir une cohérence pour l'enfant, ça va aussi le construire, dire non, c'est non. Et si vous dites oui, pour l'enfant, il y aura une incohérence, il va vous tester, et après, ce sera aussi un peu la porte ouverte à d'autres dérives. Donc, tenez bon. Alors, c'est bien de pouvoir remettre les parents dans la boucle, sachant que parfois, il y a des parents qui ont des difficultés aussi, et c'est vous qui en faites qui en payez un petit peu les conséquences. Donc, vous aussi, vous avez ce rôle non pas de parent, mais d'adulte référent, et en parler en parent ou se référer aux parents, c'est aussi une bonne idée. C'est encore mieux. Encore mieux. J'appuie? Oui. On va avancer parce que du coup... Voilà, donc là, on est tout à fait dans l'histoire de jeu. Donc maintenant, avec tout ce qu'on a dit ici, comment on va pouvoir attirer l'attention, capter l'attention d'un enfant jeune? À partir de ce qu'on a dit, on va s'adapter à lui? Oui? Oui, stimulation, renouvellement, créativité. Oui. Des temps très courts, parce qu'ils ont une capacité de concentration qui est courte, limitée, donc on fera des séances peut-être plus courtes. On va aussi se mettre à la taille de l'enfant. Il ne faut pas hésiter à se mettre accroupi, à se mettre à sa hauteur, et là, il vous percevra beaucoup plus rapidement. Donc on peut avancer. Comme quand on va chercher un Shetland dans les champs, il faut se mettre à 4 pattes pour... Alors ça, c'est si vous travaillez avec Axel. D'accord. Ok. Alors voilà, donc les leviers qu'on utilise, c'est l'attention, l'engagement actif, vérifier le retour d'informations et consolider ce qui a été appris. Donc l'attention, tu peux y aller. Voilà, donc on va se mettre à la taille de l'enfant, avoir un vocabulaire adapté, être patient, même si parfois on est tous d'accord, je pense que ça peut être difficile, donc il faut réussir à penser à ça et à se contrôler. C'est dans votre intérêt, c'est aussi ce sera payant forcément plus tard et on verra aussi un petit peu plus tard pourquoi. Le cadre et les limites sont importants. Le jeu, raconter les histoires, ça on l'a vu tout à l'heure. Alors moi je suis, c'est vrai, très pour la pédagogie positive, ce qui ne veut pas dire non plus tout accepter et tout laisser faire, mais toujours avoir un mot d'encouragement, valoriser ce que font du petit jusqu'aux adultes. Ça aussi, ça vous aidera, je pense, très certainement, même si parfois on est fatigué, même si parfois c'est pas comme on voudrait. Encore une fois, c'est pour l'enfant c'est bien, mais pour vous aussi. Ce qu'on essaie de voir, c'est aussi pour vous aider, vous faciliter votre métier. Alors, à 3 ans, on peut demander effectivement si l'enfant a compris, sachant que, comme on disait tout à l'heure, il peut vous le dire, mais surtout vous allez le remarquer par l'observation, donc ne pas hésiter à réexpliquer si besoin. Et donc la consolidation, en venant toutes les semaines au club, au bout d'un moment, les apprentissages se font tout à fait naturellement. Alors, là, tu peux mettre toute la slide. Donc, par contre, effectivement, comme on en parlait aussi, et c'était intéressant parce que ça fait le lien avec la présentation d'avant, vous pouvez être aussi confronté à des comportements difficiles à gérer. Donc, tant qu'ils sont acceptables dans l'enseignement,
ça ne posera pas trop de problèmes. Par contre, à certains moments, vous êtes peut-être confronté à des enfants qui vont perturber un groupe, et malgré tout ce que vous allez mettre en place, ce sera difficile à résoudre. Donc là, on va basculer véritablement vers la pathologie, et il faut pouvoir le repérer et pouvoir réorienter si besoin. Donc les troubles de la conduite, on va avoir une agressivité répétitive, beaucoup d'anxiété. Ça montre aussi, encore une fois, quand c'est répété et que c'est dans l'excès, c'est compliqué. L'hyperactivité, un enfant agité qui ne tient pas en place, qui va perturber aussi un groupe. Alors, que faire? Comment vous trouvez des solutions? Est-ce que déjà vous êtes confronté à ce type de public, parfois dans vos structures? Oui. Oui. Est-ce que ça vous met en difficulté? Parfois oui, parfois non. Non. Alors qu'est-ce que vous mettez en place, ce qui arrive à pallier à ces sujets? Alors adapter la cavalerie, oui. Le poney qui fait tout seul. Au fond, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Oui, plusieurs personnes quand c'est possible. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est une solution. Oui. La mise. Donner des responsabilités, oui, très bien. On avait aussi Des déclencheurs. Il faut lever le doigt. On avait aussi, nous, une petite qui faisait un caprice que quand il y avait ses parents. Et du coup, les parents venaient plus, du coup, et ça se passait très bien. Ça se passait bien. Là, on va toucher effectivement à la relation parent-enfant qui, encore une fois, c'est pas de votre ressort de vous en occuper, mais c'est assez fréquent. Et parfois, dans le travail où on utilise le cheval comme médiateur, moi, je demande parfois aux parents de laisser un peu l'espace à l'enfant. Et après, on fait le lien. Mais là, on va dépasser le stade de l'enseignement pur, en effet, et c'est à gérer. Il faut demander parfois un petit peu d'éloignement. Et oui. Quand il y a effectivement un trouble, moi j'ai eu accueilli des enfants qui avaient des troubles avec des enfants qui en présentaient pas. Et ces moments de colère ou d'anxiété, lui permettre aussi de le vivre, de l'exprimer. Donc lui permettre de peut-être se mettre à côté, s'éloigner un peu des poneys et en parler avec les autres cavaliers aussi, afin qu'eux l'accueillent et que justement toute l'anxiété tombe. Parce qu'après ça peut justement amener le groupe à mal vivre cette situation. Alors qu'au final, l'enfant, des fois, a juste besoin justement d'exprimer cette anxiété en lui proposant de s'éloigner un peu et en parler aux autres qui vont être du coup bienveillants. Et après, la séance se reprend assez facilement. Alors tout à fait. Ils ont quel âge? C'est des groupes de quel âge, ça? Là, quand j'accueillais un enfant autiste Asperger avec les autres, ils avaient vers 7 ans. Voilà. 7-8 ans. Alors, on est un peu plus... Bien vu. Oui, parce que 7 ans, on va l'aborder, c'est l'âge d'après, on va pouvoir avancer. Donc vous allez faire la transition. Merci beaucoup. Et effectivement, on va arriver ensuite à l'âge de 7 ans, qu'on dit que c'est l'âge de raison. Et à cet âge-là, il va être possible d'expliquer aux enfants, ils vont être en capacité de comprendre, avoir une certaine empathie et pouvoir accueillir des troubles de comportement d'autres enfants qui peuvent à ce moment-là pallier à ce problème-là. Ce qui est plus difficile quand on a des enfants plus jeunes, quand on était sur le stade précédent, d'où on peut essayer de contenir par la parole, en rassurant, en étant patient, parfois même ça plus en thérapie, contenir un peu l'enfant physiquement, lui donner une enveloppe et le rassurer. Encore une fois, là on va basculer côté thérapie, mais dès qu'on va passer à l'âge de 7 ans, on va rentrer dans la période qu'on appelle la période de latence. Est-ce que ça vous parle, la période de latence? Je vois des oui. Donc c'est une période où l'enfant va digérer un petit peu tout ce qui s'est passé entre 0 et 6 ans. Beaucoup de perturbations, mais positives, beaucoup dans l'opposition, on se confronte un peu à l'adulte. Et là, on digère tout ça, donc vous avez un petit peu peut-être de répit. Est-ce que vous avez vu ça, constaté ça dans vos cours avec ces jeunes-là? Des enfants un peu plus tolérants? Oui. Ça décompense. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez juste répéter? Je disais oui dans un cas d'un enfant qui va bien. Un enfant qui a mal vécu la période d'avant, on le prend là. Et là, ça bascule, ça devient presque incontrôlable. On bascule dans l'incontrôlable, effectivement. Donc, on basculera sur la slide d'après. Je reviens sur ce que vous dites, juste après. J'appuie?
Alors juste pour aller rapidement, ça je pense que vous l'avez du coup vu, l'enfant va intégrer des valeurs, va être capable d'analyser une situation, va être capable de trier l'information, on va enfin passer à une motricité fine, donc là vous allez voir qu'il va pouvoir mettre un filet, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ce qui va poser problème effectivement quand on est dans des situations plus pathologiques, ces stades-là ne vont pas se faire, et on va avoir normalement, je dis bien normalement, des enfants plus tolérants. Donc ce qui aidera aussi dans la pratique pour exécuter un exercice, comprendre aussi qu'il y a des priorités. Quand on est à main gauche, à main droite, on va commencer vraiment à montrer ces règles de vie en communauté aussi, en groupe. On peut changer. Donc on va à nouveau, vous pouvez vous appuyer sur ces 4 points dans votre métier d'enseignant, sur ces points qui vont vous aider dans votre pédagogie. L'attention, je ne reviens pas dessus, on va être encore sur de l'encouragement, mais toujours cadré. J'encourage à cet âge-là, comme ils sont dans l'analyse, à la pédagogie participative. Ça veut dire, je pense que vous connaissez tous ça, la pédagogie participative. Oui. On va procéder un peu par essai-erreur. Comme ils sont en capacité d'analyser, on va pouvoir leur demander d'effectuer un exercice et la réponse, ils l'obtiendront en faisant. Petite astuce pour aussi, quand vous avez des enfants en stage, qu'on a un groupe d'enfants, un stage d'une semaine, 15 jours, pour créer une dynamique de groupe, on peut travailler avec un tableau de motivation. Pour passer son galop, passer son examen, on va baliser un petit peu chaque étape à faire. À cet âge-là, ils sont tout à fait capables de le comprendre, ça va les valoriser, ça va les encourager. Attention cependant à ne pas créer trop de compétition entre eux, qui pourrait avoir l'effet inverse. Donc pensez bien à valoriser chacun, donner les points à travailler, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout est beau, tout est bien, tout est parfait. À vous, là, de jouer, d'être fin psychologue, fin pédagogue, pour pouvoir trouver le juste milieu. On vérifie effectivement l'information, comme on l'a vu, essai, erreur, observation, et puis la consolidation, encore une fois, en faisant, en répétant. Voilà, donc comme on l'abordait tout à l'heure, quand tout va bien, c'est facile, c'est une période plutôt sympa. Par contre, parfois, on a les troubles qui arrivent, avec des grandes anxiétés, des enfants qui vont perturber un cours, qui vont être agités. Là, on va aussi s'apercevoir qu'il y a des enfants dyslexiques, on peut le prévoir un petit peu avant, mais en général, ça ressort assez fréquemment dans ces âges-là. Alors, encore une fois, il faut accompagner l'enfant, essayer de le prendre à part, de lui expliquer, de lui parler. Et si, malgré tout ça, il y a encore des perturbations, il faut pouvoir en parler aux parents et ne pas hésiter à réorienter pour que l'enfant ait un accompagnement adapté. Et là, je profite pour faire une parenthèse. Les enseignants, et j'en vois dans les clubs dans lesquels j'ai la chance de pouvoir intervenir, où des enseignants prennent en charge ces enfants-là en équitation adaptée. La différence, quand moi je prends le relais, c'est que j'interviens sur le plan après psychologique. Mais les enseignants, autant que vous êtes tous capables, avec ces notions pédagogiques, de pouvoir accompagner par un enseignement adapté. Donc, servez-vous-en, faites appel aussi à vous, à votre instinct, ce que vous ressentez. Ayez confiance en lui, soyez patient et lancez-vous, vraiment. Alors maintenant, on va passer, après cette période de latence, ça annonce quoi? Après la période de latence, c'est l'adolescence. Donc à l'adolescence, c'est pareil, on a des enfants pour lesquels les ados, ça va très bien se passer. Il faut juste accepter qu'on va avoir des ados qui vont manifester un certain mal-être avec les transformations physiques et psychologiques qui s'imposent à eux. Ce ne sont pas des choix. Donc suivant l'environnement, ce sera plus ou moins bien vécu. Là, vous avez un grand rôle, c'est que chez vous, dans vos clubs, on n'y vient pas par hasard, surtout à cette période-là. On vient chercher chez le cheval ses capacités justement d'être neutre, plutôt aussi bienveillant. Et ça va aussi beaucoup aider dans cette tranche d'âge-là les adolescents à passer parfois certaines crises de mal-être notamment. Je parle aussi du rôle affectif. En quoi vous êtes important pour les adolescents? Vous avez la réponse. Vous allez aussi pouvoir avoir un rôle de confident, parfois. Vous allez avoir un rôle de médiateur. Dangereux, non? Confident, dangereux. Alors, confident, c'est là où il faut pouvoir, vous, avoir la bonne distance. Il faut que vous puissiez avoir une oreille, bien sûr, attentive, mais vous ne devez pas non plus tout prendre pour vous et sur vous. Juste être présent là et montrer une écoute envers eux.
Et ils vont pouvoir venir chez vous, du coup en sachant qu'il y a un cadre pour eux aussi qui est sécurisant. Par votre présence aussi, comme quoi je ne sais pas si vous mesurez un petit peu là l'importance que vous avez dans les structures. J'appuie. On peut changer. Voilà, donc comment capter l'attention d'un ado? Vous pouvez lire. En lui proposant une écoute, ce qu'on disait active, en lui montrant que voilà, vous pouvez leur montrer aussi, vous, ce que vous pouvez apporter en tant qu'enseignant, que vous avez aussi du plaisir à enseigner, leur transmettre ces valeurs-là, ça va rassurer. Lui montrer son intérêt à venir au cours. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? Donc ça, vous pouvez le faire en individuel ou en collectif. En cours, vous pouvez très bien, on peut parler, alors on va parler technique bien entendu, mais aussi, on peut aussi poser le cadre, échanger, c'est pas du tout interdit, tout en gardant votre statut, bien sûr, d'enseignant et de référent. Et le retour de l'information, on le voit par observation à nouveau, et l'adolescent va aller un petit peu expérimenter aussi, donc le phénomène de les faire progresser par cet apprentissage aussi expérimental peut être utile dans cet âge-là. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi être confronté à des troubles du comportement qui vont être plus ou moins sévères, qui peuvent aller de la dépression, de la grande anxiété, pour certains, et là on va basculer encore dans la pathologie, des idées suicidaires. Ne pas hésiter aussi quand on vous en parle ou si vous entendez parler, ce n'est plus de votre domaine, vous ne pouvez pas tout supporter. Donc à réorienter, en parler directement à l'adolescent et réorienter vers une prise en charge adaptée. Vous ne pouvez pas pallier à tout. Donc oui, l'ado, c'est bon. J'appuie. Oui, s'il te plaît. Et alors, les adultes, si tu peux revenir juste en arrière sur l'image. Alors, les adultes. Est-ce que parmi vous, certains ont des adultes en cours? Encore, oui. Alors, qu'est-ce que vous inspire les cours avec les adultes, que ce soit du débutant au confirmé? Est-ce que c'est facile, agréable? Est-ce que la pédagogie est différente? Est-ce que vous avez des exemples? Oui. C'est différent parce que l'adulte cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, et en simple, il est un peu plus cérébral que l'adolescent. L'adolescent certes veut comprendre, veut se responsabiliser, mais le pourquoi du comment l'intéresse moins que l'adulte. Exactement. Est-ce que vous êtes tous de cet avis-là, ou est-ce que vous avez des cas différents, ou est-ce que vous pouvez voir une généralité comme ça? Ne touchez à rien. Merci. Je disais qu'en fait, il peut y avoir dans un même groupe d'adultes, des adultes qui ont des envies différentes, mais qui sont beaucoup liés à leur caractère aussi. Donc des gens qui sont en recherche d'hyper-technique, ils veulent être les plus forts, y arriver avec du temps, etc. Puis il y en a qui veulent aller très vite. J'avais un cavalier qui regardait Equidia, et tout ce qu'il avait vu à Equidia, il voulait le refaire sur le cheval. On arrivait en club, donc du coup, il mettait un peu le souk dans le cours. Et j'avais l'impression d'avoir un ado en vrac. Et c'était un monsieur qui a une 50aine d'années, donc c'était compliqué à gérer. Mais voilà. Oui. La réponse, c'est un garçon. Donc La population féminine fait une transposition de ce qu'elle vit au quotidien. C'est vrai, il y a une différence entre hommes et femmes, oui. Il y aurait un sujet là-dessus. Oui, nous, on voit parfois venir des adultes qui ont eu une expérience pénible quand ils avaient 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui reviennent, ils ont 25, 30, 40 ans et ils veulent faire ceci, cela, ils veulent monter. Alors, c'est difficile de les reprendre, leur dire il faut aller calmement, il faut, pourquoi pas de l'éthologie, travailler à pied. Et, oh non, je sais bien monter sur le cheval. Donc là, vous dites il y a une expérience difficile, mais ils ne viennent pas avec une peur. Non, il faut aller vite, tout de suite, vite. D'accord. Alors, moi, l'image me plaît beaucoup parce que c'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression qu'ils venaient avec des objectifs
mais ils n'arrivaient pas forcément à les exprimer. Donc ce qu'ils disaient ne correspondait pas vraiment à ce qu'ils attendaient. Et n'ayant pas toujours réussi à déchiffrer, je me suis retrouvée en difficulté. Donc cette image, c'est tout à fait... elle est parfaite. Marie, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais il te reste 5 minutes. On va aller très vite. Merci beaucoup du coup d'avoir parlé un petit peu de vos expériences. Donc pour résumer, on va pouvoir avancer sur l'adulte. Effectivement, de manière générale, mais on voit que ce n'est pas forcément le cas, comme quoi il faut une capacité d'adaptation importante quand on est enseignant. Et bravo, parce qu'il faut réussir à le faire et ce n'est pas toujours évident. L'adulte va effectivement vouloir comprendre ce qu'il fait. Il va être beaucoup plus cérébral, donc il va comprendre pourquoi je fais une épaule en dedans, pourquoi il faut mettre sur les hanches pour arrêter le cheval et comment, et parfois un petit peu trop. Il faudrait qu'il lâche un petit peu prise et qu'il se laisse un petit peu plus porter. Mais on a affaire à ce public-là, il faut l'entendre, il faut leur dire que vous avez compris, et ça déjà en général quand on a une écoute active, qu'on peut dire voilà, je vous entends, je t'entends, et le cours il va se passer comme ça, pour telle raison, ça ira beaucoup mieux que parfois, pour gagner du temps, on va avoir tendance à imposer, dire mais non, aujourd'hui on fait ça, c'est comme ça. Prenez ce temps de dire je t'entends, pour ton bien, on va faire ça, pour ton apprentissage. Et ça ira beaucoup mieux, faire du lien dans la communication. L'adulte apprend souvent par, on va être sur l'assimilation. Ça veut dire qu'il a déjà des bases, des connaissances. Il vient et on va rajouter une brique à ce qu'il connaît déjà. Méthode active, c'est plutôt bien adapté, mais on a aussi, du coup, une autre manière d'apprendre qui va poser un peu plus de problèmes, c'est que parfois les adultes ont déjà des connaissances, des a priori, et ils vont penser savoir, or ils ne savent pas. Donc là, ça va être un travail de déconstruction qui va entraîner des petites perturbations, mais il faut tenir bon. Là-dedans, il faut les accompagner encore, parce que c'est des questions, des pourquoi, du comment, jusqu'à pouvoir réorganiser, restructurer, du coup, cet apprentissage. Et là, on va avoir... tu peux avancer. On va donc, voilà, en général, utiliser cette méthode directive qui vont les rassurer. On n'est plus dans l'expérience, on va expliquer le pourquoi du comment. Ça va les aider. Donc, l'adulte. Pour résumer, on va avoir des demandes différentes. Aussi, beaucoup d'adultes viennent pour passer un moment convivial, un moment sympa, apprendre. Donc là, encore à vous de faire preuve d'adaptation, de comprendre votre public, de pouvoir lier avec eux un lien peut-être de celui qui sait à celui qui ne sait pas, mais aussi un lien convivial. Vous pouvez vous le permettre parce que pareil, ils seront ravis de venir vous voir leur moniteur, vous représentez aussi beaucoup de choses pour un adulte. Donc sachez-le, utilisez-le à bon escient et ça vous aidera aussi, je pense, dans votre enseignement, ce que visiblement certains font déjà beaucoup. Et n'oubliez pas, c'est un facteur important. Voilà, donc l'adulte, on va vraiment être sur un échange, besoin d'être entendu, besoin d'être écouté, apprentissage plutôt directif. Et voilà, après le reste, on connaît répétition, automatisation. On va pouvoir avancer puis terminer. Voilà, les troubles du comportement chez l'adulte, ça va plutôt être des sautes d'humeur. On va rarement, là pour le coup, être dans des traumatismes plutôt pathologiques, parce qu'en général, les prises en charge se font plus en amont. Donc vous pouvez avoir des adultes qui ne vont pas être d'accord avec votre méthode, etc. Laissez-les exprimer, ça ne sert à rien de réfuter la colère de quelqu'un. Laissez-les exprimer ce qui ne va pas, ce qu'ils veulent, ce qu'ils préfèrent faire. Et plutôt, voilà, discutez avec eux, dites-leur bien que vous avez entendu et compris. J'insiste là-dessus, c'est très utilisé en psychologie, c'est l'écoute active. Vous écoutez, vous êtes capable de restituer, de leur dire que vous avez entendu ce qu'ils vous ont dit. Et ça passera beaucoup mieux après sur l'information à faire passer. Donc je vais conclure. Voilà, pour ça fait vous. Peur. De quoi? Donc les pensées suicidaires, ne pas les emmener en balade à l'extérieur. Ils risquent d'emmener le reste de la balade. Donc... Non, pardon, excuse-moi. Ça peut arriver, mais là, on bascule. Donc tout ça pour vous dire, les mécanismes d'apprentissage sont importants. Mais pour aller au-delà, ça va vous permettre de montrer que vous comprenez chacun des publics. Ce qui va faire ça va avoir un impact directement sur l'image que vous véhiculez, parce que vous représentez le club. Ça va permettre d'avoir une satisfaction, si on parle entreprise et client, mais une satisfaction cavalier. Qui dit satisfaction dit fidélisation. Et donc, vous allez pouvoir accrocher votre public. Et puis, après, le bouche à oreille, etc., vous allez pouvoir faire tourner votre club grâce à ce relationnel que vous allez pouvoir continuer à instaurer. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je sais
Une demi-heure, c'est court parce que sur une intervention, on met un quart d'heure à rentrer dans l'intervention et puis on commence à s'intéresser de plus en plus. Et au moment où on est passionné, où on a plein de questions, ça se finit, mais une demi-heure, voilà. On voulait vous faire partager plusieurs expériences. Donc, un mille merci à Marie Kokanas qui reste à votre disposition toute la matinée. Oui, je suis là. Merci à Voilà. tous pour votre écoute.